Bonjour et bienvenue dans le port de New York, le port de Satikos, alors que le nouvel an chinois est en cours de festivité. Donc, nous sommes en face du contre-torpilleur russe, soviétique même on devrait dire, le Minsk, qui appartient à l'arbre technologique normal, qui est un tiers 7, et je me propose de vous présenter ce navire, comme d'habitude, une petite page d'histoire, puis ensuite on passera en gameplay. Alors, le Minsk. Commandé dans le cadre du premier plan quinquennal, au début des années 30, il y eut 3 contre-torpilleurs commandés sous le nom de Projet 1. Ils étaient destinés à mener des flottilles de contre-torpilleurs au combat, étant en quelque sorte les navires amiraux de ces flottilles. Une seconde tranche sera commandée quelques années plus tard sous le nom de Projet 38, mais c'était rigoureusement les mêmes navires. Donc on parlera indifféremment de Projet 1 ou Projet 38 avant de leur donner des noms. Et ils vont rapporter, ce Projet 38 rapportera 3 contre-torpilleurs supplémentaires, c'est donc bien un total de 6 qui est en commande. La problématique des soviétiques était de créer un contre-torpilleur, comment dirais-je, spécifique à leur flotte, et plutôt que d'aller copier le concept britannique du destroyer standard, comme le Codrington, et d'en faire une version qui était légèrement agrandie, les soviétiques vont choisir de s'inspirer des contre-torpilleurs français, à savoir les classes Vauquelin, qui étaient des contre-torpilleurs géants, grands, rapides, et qui étaient destinés à, eux, naviguer en loup solitaire. Et c'était un petit peu l'idée que voulaient avoir les destroyers, les soviétiques, faire de leurs destroyers tout à la fois soit des navires amiraux, soit des loups solitaires. Toutefois, ils ne vont faire que s'inspirer de la philosophie du Vauquelin, tenant absolument à avoir des navires de caractère qui leur étaient propres et qui étaient adaptés aux conditions de navigation qu'ils pouvaient rencontrer, soit en mer Baltique, soit en mer Noire, soit éventuellement dans le Pacifique, puisque je rappelle que dans le Pacifique, ils ont le port de Vladivostok. Ils vont donc concevoir des navires puissamment armés, que l'on voit ici. Toutefois, leur conception va être très lente. 5 ans pour les 3 premiers. En fait, il faut bien comprendre que les Russes, les Soviétiques, n'avaient pas construit de navires, de grands navires de ce type, et à l'époque c'était des grands navires de ce type depuis les désastres de la guerre civile. C'est-à-dire que les derniers à avoir été construits étaient les Novik dans les années 14-15. Donc cela manquait déjà, au niveau de la conception, il manquait de recul. De plus, il manquait aussi un petit peu de sérieux, il faut bien le dire, lorsqu'il s'agissait de la construction et de la gestion du matériel. En raison de leur expérience de la Première Guerre mondiale, ils vont donc concevoir un armement très spécifique que l'on voit ici. On va s'en approcher, vous voyez. Ils vont d'abord commencer par utiliser 5 canons de 150, 2 à l'avant, 2 à l'arrière. On les voit bien, les 2 à l'avant. On s'en approcher, mais là, c'est un peu compliqué en navigation. 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et un situé entre la toile de commandement et la première cheminée. Cet armement va être renforcé un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale avec 6 canons de 35 mm pour la AA, et ils perdront un de leurs canons de 130 mm sur la passerelle. Derrière la passerelle, celui du milieu disparaîtra à ce moment-là. Alors, finalement, ces navires vont s'avérer extrêmement rapides, et aussi rapides que prévu. C'est-à-dire qu'ils peuvent atteindre 40 nœuds, c'est-à-dire pas loin de 74 km/h. Ils pouvaient transporter 210 tonnes de mazout et parcourir une distance de 2100 miles marins,
soit environ 3900 km à 20 nœuds. Mais un des problèmes majeurs qui va se révéler durant la guerre et durant les conflits, c'était que les fondations des chaudières étaient vulnérables au choc, y compris au choc, je dis bien au choc, c'est-à-dire quand ils se heurtaient entre eux, les chaudières s'abîmaient assez facilement. Leur structure massive en faisait des navires assez hauts et lourds, mais c'était quand même des navires assez pauvres en termes de tenue de mer, surtout lorsque la mer était haute, la mer était agitée. Lorsqu'enfin, ils vont réussir à mettre au point des premiers destroyers Minsk, en fait, ce n'était pas des Minsk. À la base, c'était des Leningrad. Leningrad qui est le tête de classe de cette branche. Alors, lorsqu'enfin les Leningrad sortent et sont mis en service, il faut bien comprendre qu'ils aient concurrencé des autres destroyers russes. C'était des destroyers de l'époque tsariste. Donc, ils n'étaient capables que d'aller qu'à 30 nœuds. C'est donc ces contre-torpilleurs étaient particulièrement appréciés et donnaient l'impression d'être extrêmement puissants. Ils mesuraient 127 mètres de long pour 11 mètres de large, voilà, et avec un tirant d'eau de 4 mètres, grosso modo. Donc 6 navires vont être construits. Le premier de la classe, le premier, le chef de file, étant le Leningrad, que voilà, qui dans le jeu existe bien, mais en tant que navire premium, nous y reviendrons. Donc, outre le Leningrad, il y avait le Kharkov, le Moskva, le Minsk, le Tbilisi et le Bakou. C'était en quelque sorte des class towns, puisque tous ces noms sont des noms de villes de l'ex-URSS. Ils vont donc servir pendant cette Seconde Guerre mondiale, et notamment lors de la guerre de l'hiver, ce que les Russes appellent la guerre d'hiver, qui était le bombardement des défenses côtières finlandaises, et aussi pendant le siège de Leningrad. Ils vont même participer à la défense, du moins certains d'entre eux, vont participer à la défense de la ville de Tallinn pendant la bataille de Tallinn, qui est une bataille qui eut lieu sur le front de l'Est pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui va avoir lieu du 5 au 28 août 1941. Tallinn était alors assiégée et était, à l'heure actuelle, c'est la capitale de l'Estonie, mais à l'époque, c'était la base principale de la flotte de la Baltique de l'armée rouge. La ville était protégée par 9 batteries côtières sur la mer et sur la plage. Il y avait également le Minsk et le Leningrad, et il y avait aussi le croiseur Kirov, plus 9 autres destroyers comment dirais-je, de moindre valeur. Ils vont donc participer à cette défense. Pour le reste, on sait assez peu de choses de leur carrière, en fait. N'oublions pas que ce sont des navires soviétiques, et l'Union soviétique avait la culture du secret, surtout en ce qui concerne les affaires militaires. Néanmoins, ce qu'on sait, le Kharkov fut bombardé et perdu en 1943. Le Moskva va sauter sur une mine en 1941 au large de la Roumanie, probablement des mines roumaines d'ailleurs. Alors après, le Minsk, quant à lui, il va être effectivement également coulé en 1941, mais il sera renfloué, remis en service, un service léger, avant de finir comme bateau cible. Les autres navires de la classe vont survivre jusque dans les années 60. Ils vont même subir de très lentes modernisations, même si là, sur ce plan-là, les informations sont parvenues, celles que j'ai pu trouver étaient quand même assez parcellaires. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au début des années 50, ils vont être relégués à des rôles d'entraînement et finiront même par plus ou moins tous devenir des navires cibles. Alors, pour finir, après, avec ce cours historique, il y a effectivement donc 2 navires de la même classe dans le jeu, que je possède tous les 2 d'ailleurs, le Minsk et le Leningrad. L'un est donc, le Minsk est donc dans l'arbre technologique, le Leningrad, lui, est un premium. Quelles sont les différences? Il y a très peu de différences, en fait. Et rien ne permet de penser que le premium est meilleur que le navire de l'arbre technologique. En point de structure, le Minsk a un tout petit peu moins de points de structure que le Leningrad, 13 008 contre 15 002 pour le premium. Sinon, en termes de canon, c'est exactement la même chose. Je vais basculer sur le Leningrad pour que vous voyez. Vous voyez, c'est le même. Il a ses 5 canons, pareil,
Donc en termes de canon, c'est exactement la même chose. C'est des 5 fois 1, 130 mm. La portée est exactement la même. Là où ça change un tout petit peu, c'est les torpilles. Alors même s'ils ont tous les deux 2 fois 4 torpilles de 133 mm, la vitesse pour le Minsk, la vitesse des torpilles de 65 nœuds, et avec une portée de 4 km, alors que pour Leningrad, la vitesse n'est que de 60 nœuds, 5 nœuds de moins, mais pour une portée de 8 km. Le Minsk a une bien meilleure défense AA, en termes de, comment dirais-je, oui, de défense AA. Alors bien sûr, est-ce qu'on peut parler de véritable défense AA lorsqu'on parle de destroyers et de contre-torpilleurs? Je vous laisse juge. La vitesse est exactement la même, 43 nœuds. Courbe de giration 690 mètres, c'est la même chose. Le basculement du gouvernail 2,9 secondes, c'est exactement la même chose. Identique également avec camo pour la détectabilité, 7,3 km pour les deux. Donc, c'est vrai que le Leningrad a un gros avantage en termes de torpille, il tire à 8 km. Est-ce que ça suffit pour en faire un bien meilleur navire que le Minsk? Bizarrement, je n'en suis pas complètement persuadé. Je crois que la grande force quand même de ces deux navires, c'est d'être des contre-torpilleurs, c'est-à-dire des chasseurs de torpilleurs, réellement. Et un chasseur de torpilleurs, son principal atout reste malgré tout, et sa vitesse, mais c'est surtout ses canons, bien sûr. Donc, je sais pas, j'ai un doute, même si le Leningrad, j'avoue que j'apprécie beaucoup naviguer avec lui, peut-être plus que le Minsk, mais ça c'est mon côté torpilleur qui parle. Moi, j'aime bien me servir des torpilles. Et quand j'ai un destroyer en main, j'aime pouvoir faire des embuscades à la torpille, que ce soit sur d'autres torpilleurs ou des cuirassés. D'ailleurs, à ce titre, je ne voulais pas te donner cette info, je vais vous la donner tout de suite. La puissance des torpilles, voilà, c'est des torpilles qui font quand même 15 100 de dégâts. Sachant que vous avez des launchers de 4 torpilles, vous imaginez que ça fait quand même, si vous lancez vos 4 torpilles arrivent au but, c'est du 60 000 de dégâts. Hein. Il n'y a pas beaucoup de navires en tier 7 qui résistent à ce genre de plaisanterie. Voilà pour l'histoire, j'espère qu'elle vous aura été instructive. En tout cas, maintenant, on va passer en bataille. Alors, c'est pas moi qui serai en action. Vous vous doutez bien que j'ai un spécialiste sous la main de destroyers russes. Je ne vais pas laisser passer l'occasion de vous montrer une belle bataille en destroyer russe. A tout de suite en bataille. La bataille commence. Et c'est parti. Nous sommes à bord du Minsk de Polon. Et merci à lui déjà de m'avoir fourni ce replay qui devrait nous illustrer à merveille ce que j'ai raconté sur l'historique du Minsk. Nous avons vraiment l'impression d'être en face d'un vrai contre-torpilleur, hein, tout à la fois mini-croiseur et grosse bête extrêmement rapide, une machine racée, comme vous pouvez le constater. Donc oui, généralement, quand j'arrive vraiment pas à faire quelque chose avec un destroyer, je demande à Apollon et je suis jamais déçu. Il est très doué avec ses destroyers, et principalement d'ailleurs les destroyers russes. Je rappelle qu'il n'a pas de compte premium. Il est déjà arrivé à monter les destroyers russes jusqu'au Minsk, ça prouve déjà une certaine constance dans l'effort, on va dire. Alors bon, il se précipite vers C. L'équipe est relativement hésitante. On ne peut pas franchement dire qu'il sera très soutenu. Il y a certes 2 cuirassés derrière lui et un croiseur. Mais le reste de l'équipe reste un peu en retrait, non loin de A et B. Attend que le deuxième destroyer fasse du spot, de Loyang. Oui, il n'y a pas beaucoup de support, malheureusement. Donc là, il voit le Reaper, il n'a pas l'intention de l'engager, bien sûr. Par contre, le Reaper va voir que la base est capée et il va donc se méfier. Par contre, je verrai assez bien Polon aller faire sa fête au mas. Ça, je
Je n'ai pas vu la partie, hein. Je la regarde vraiment pour la première fois. Là, il s'est mis le boost, donc c'est qu'il va, il veut pas être vu par le Hyper. Ce sera très juste. Ouais, ça y est, il est repéré. Il est repéré. Le Hyper vise. Va essayer de l'attraper. Je sais que moi, c'est ce que je ferai. Voilà, Glung. Et yo, voilà, le Hyper a déjà fait du dégât. Et voilà, il s'attaque aux masses tout de suite. Il est repéré radar. Probablement sonar plutôt. Il a réussi à faire du dégât. Et bravo, oh, oh. Ça s'appelle un tir à l'arrache. Et il envoie tout de suite les torpilles. Alors, est-ce que le Hyper sait que le Minsk a des torpilles qui portent assez loin, enfin pas assez loin, 4 km. Savoir si le Hyper va rester à 4 km. S'il s'embarquait un petit peu, il a dû croire que le Minsk allait s'envoler. Hein, Du coup, il a obligé le Hyper à faire demi-tour. On le voit sur la minimap, hein, le Hyper a complètement viré. Et Polon attend, parce qu'il sait qu'il y a un cuirassé qui suit derrière. Il est repéré avion, donc probablement le Hyper essaie de le choper par-dessus l'île, mais non, il n'y arrivera pas. Ah oui, là, c'est l'avion du... C'est les chasseurs du porte-avions qui le permaspot. Intéressant, c'est sympa. Donc, le Hyper s'est fait sortir. Reste que le Monarque est derrière. Il va falloir qu'il se méfie. Monarque qui, comme 80% des joueurs de cuirassé anglais, joue à la paix, on peut s'attendre à ce qu'il joue à la HE. Donc on peut s'attendre à ce que lui aussi joue à la HE et il sera extrêmement dangereux dans ces cas-là. Alors, est-ce que Polon va tenter le coup d'aller faire un dépôt de torpilles dans la bouche du Monarque? C'est très risqué parce que je doute qu'une salve sorte le Monarque. C'est quand même un cuirassé. J'ai pas idée, hein. C'est un cuirassé de rang 8. J'ai pas du tout idée de ce qu'il peut faire. J'ai dit le Monarque essaie de s'enfuir parce qu'il est pris sous le feu d'au moins 2 cuirassés. De Missouri quand même. Hein. Voilà. Ah oui, le Monarque le vise. Je l'attends. Voilà, boum boum. Waouh. Là, oui. Et s'il a sorti son... Ouais, il a mis son hydro. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 torpilles, voies d'eau, 5 voies d'eau. Là, il essaye de lui mettre le feu dans la foulée. Le Monarque a éteint, a réparé ses voies d'eau. Il a fait le maximum. Hein. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire pour essayer d'aller l'Ognevoy de vise. Le Monarque s'est fait sortir par l'entreprise au canon. Bon, bah, on peut pas tout avoir. Hein. Bah, qu'il aurait mérité de le sortir. Une 6e torpille l'aurait sorti probablement, mais il fallait sortir le Monarque. C'était un vrai danger pour lui. Il était engagé dans la petite passe et revenait vers B. Je pense que ça aurait été compliqué. Là, même s'il est low life, je pense qu'il va partir à la chasse à l'Ognevoy. Qui est un tier 8, oui, mais de l'autre branche, la branche des long range, en termes de torpilles. Oh, l'Ognevoy n'a plus n'a plus longtemps à vivre. Et il sera un destroyer précieux. Alors c'est vrai qu'ils ont encore le Kagero en face. Mais ils ont déjà perdu 3 navires, dont le Mas. Donc là, l'Ognevoy a réussi à s'en sortir. Alors, voyons un peu comment ça se décide. Il a réussi à s'en sortir, oui, mais pour combien de temps? Parce que voilà Polon qui se met à tirer dessus. Il va réussir à le choper. L'Ognevoy s'est mis en
Malheureusement, ah, il s'est mis très anglais, malheureusement. Aïe. Torpille à 6 heures. Torpille à 6 heures, oui, c'est torpille porte-avions, je présume. On passe sur le Chapaillet. Lui, il a un radar. Enfin, il est potentiellement, il peut avoir un radar. Le Chapaillet ne sait pas que le... Ah, il y a du monde, hein. Il va pas aller attaquer un DD, enfin plusieurs DD. Donc il passe sur le Musashi, visiblement. La partie est bien engagée, mais elle n'est pas gagnée. Hein. Alors, est-ce qu'on voit sur quoi il tire? Oui, mais non, pas du tout. Elle était un petit peu partie en live, là. C'est dommage. On voit les gros canons du... Ah! Ouais, joli, là, c'est... Préfère aller se cacher derrière le New Orleans et le Missouri. Voilà. Prenez le focus, gente navire. Ah, Polon a besoin de souffler. Peut-être qu'il lui tire de ski, c'est qu'il vise radar. C'est-à-dire que le Missouri le cherche. Ça sert à rien de poursuivre son action, d'autant qu'il y a le Donskoy qui doit bénéficier du radar et qu'il peut le guetter. Voilà, le Donskoy. Il est un peu coincé du fait qu'il est low life, il peut plus faire grand chose. Ouais, le Donskoy, il a les tourelles tournées dans le coin. Hein. Il est vraiment obligé de jouer à l'arrache parce que c'est compliqué. Ou alors d'aller se sacrifier. Parce que l'ennemi a malgré tout bien rétabli la situation. Même s'ils sont encore menés au score de 120 points, on va dire. L'équipe de Polon a perdu les 3 heures. L'ennemi a perdu un cuirassé. C'est peut-être ce qui fait la différence. Le Donskoy se tourne vers lui. Non, il ne regarde même pas. Et hop, il repart en furtif, derrière une île. Il est visé, oui. Il n'a pas réussi à cadrer son tir. Pas facile, hein. Un destroyer qui s'enfuit et qui tourne le dos. C'est vraiment une toute petite cible. Pour l'instant, c'est du 4-4. Et ils ont perdu un cuirassé, hein, le North Carolina. Donc, résultat, 140 points d'écart. Toujours en avantage de l'équipe de Polon. Missouri qui est perdu, là, ça commence à sentir un peu mauvais, on va dire. Donc, je vois le Loyang il est dans sa smoke. J'ai l'impression que l'un des deux DD commence à se dire qu'il faudrait peut-être aller chercher un. Ou alors sortir le Missouri, ce serait pas un mauvais plan, parce qu'il a l'air de flamber, le Missouri, il perd beaucoup de points de vie. Peut-être des torpilles. Hein. Voilà, alors là ils sont deux sur le dos du Musashi. Ils sont en train de les faire fuir. Missouri et ses 2 kills, mais s'enfuit. Il est hors de portée maintenant. C'est vrai que c'est tentant d'aller le chercher, mais
Il y a un autre qui est tentant, c'est le Der Grosse. Il lui reste plus grand chose comme lui. Et en plus, il a l'air de brûler. Ouais. Alors, autant rajouter un incendie sur incendie. Voilà, un incendie de plus. 77 000 de dégâts, 78 000 maintenant. Ça monte. Il y en a un qui l'a repéré. Alors, techniquement, c'est le Der Grosse. Le Der Grosse, voilà. Ah, bravo. On a détruit un cuirassé ennemi. Un incendie qui est tombé au bon moment. C'est parfait. Donc, il n'y a plus qu'à les KPA. Et on aura eu une jolie brochette de... Enfin, on aura eu l'éventail des possibilités du... Ah, le Gnevoy qui s'est fait déboîter. Reste... Ouh, le Kagero. Un petit dogfight contre un Kagero qui est pas beaucoup plus vaillant que lui d'ailleurs. Hop. L'Enterprise joue très bien. Hein. 3e kill. Alors même si bon, c'est des kills parfois un petit peu fauchés, ça reste quand même... Oui, c'est pas mal du tout. Hein. Une belle partie. Enterprise, tout comme Polon d'ailleurs, on fait le job. La victoire est à notre portée. Il n'y a pas que, hein, mais on a vu Polon en action et l'Enterprise est présent. Ça n'a pas l'air d'être trop le cas du Shokaku. Il a l'air d'avoir eu un petit peu... On avait eu quelques problèmes. Là, et en plus, il est contraint à s'enfuir. Parce que le Loyang, ben, j'ai l'impression qu'il attend que d'avoir terminé... de caper pour aller chasser le Shokaku. Là, il est prêt à conduire. Là, il n'y a plus de respect. Hein, le mine, ce qui fait fuir le Chapayev. Des dégâts gratuits parce qu'il est fait sans... Enfin, sa seule difficulté, c'est de viser sur un navire en fuite, avec des canons qui ont une cloche énorme. C'est sa seule difficulté. Le Chapayev ne lui rend pas la tâche difficile. C'est tout à fait étonnant. Alors, chasse au Shokaku, j'ai pas l'impression, non. Shokaku est un peu loin. La bataille se termine dans 5 minutes. Le Missouri, qui était low life, s'est refait une santé. Il revient avec 21 000 points de... Non, c'est le Musashi, ça. Il est où, le Missouri? On le voit plus. Le Missouri est-il... Ah, il est derrière, là-bas. Il est dansé. Il est en train de capesser. Aïe, aïe, aïe. Il y a grosse sortie. Et bien, c'est lui maintenant qui est visé. La partie menace de basculer, parce que s'ils perdent un autre navire, ah ben, ils ont perdu Polon. Le Musashi, étonnant, hein, arriver à mettre cette distance un tir, c'est vraiment surprenant. Mais dans la foulée, le Missouri s'est fait sortir. Ouais, le Musashi a 3 kills. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde le final? Parce que ça vaut peut-être le coup quand même. Là on a le Loyang, c'est Polon qui choisit. Forcément il va regarder comment se débrouille le Loyang. La partie est très équilibrée, hein. La perte de Polon ne va pas arranger les choses. Ils sont à 9 points, mais bon. Oh, ils vont gagner. Voilà. Fin de la bataille. Alors, en guise de conclusion, eh bien déjà on va faire regarder les écrans de cette fameuse bataille. Une victoire donc.
du Minsk, 2666 d'XP, sachant que, je rappelle qu'il n'est pas premium. Qu'est-ce qu'il a mis? 59 coups au but avec ses canons, 86 000 de dégâts, mais 5 torpilles au but, 2 navires coulés, 3 incendies provoqués, 5 torpilles au but, 5 inondations. Le ratio est plutôt sympathique, hein. Sans compter une aide à la capture et 3 bases défendues. Il est troisième de la bataille, pas premier, mais bon, le No Young Road apparemment fait le taf. On a vu que le Minsk avait fait son taf aussi. D'ailleurs, quand on regarde bien, en termes d'XP de base, ils sont tous très hauts, mis à part le Skors, qui n'a fait que 500 points d'XP. Tout le monde est au-dessus de 1000, et au-dessus de 1300, ils sont quand même 5. C'est pas mal du tout. En face, la résistance était sévère, parce qu'on a quand même 2 au-dessus de 1200. Musashi et le Missouri, ça prouve que c'était assez chaud. Il a donc coulé le Frédéric der Grosse en le mettant 11 000 points dans la vue, presque 12 000. Le Mas, qu'il a bien fini, 52 000 points sur le Monarque. Il a donc, oui, il a fait le café. 12 000 sur le Missouri, sur le Chapayev. Et comme je vous l'avais dit, il n'a pas de compte premium, donc il n'a gagné que 96 000. C'est pas énorme, hein. C'est pas beaucoup du tout, du tout, du tout. Voilà, on a fait le point. On retourne donc dans notre port voir le Minsk une dernière fois. Donc, contre-torpilleurs pur, avec des canons qui font le travail, clairement. Même si ce sont des canons... Je préfère les contre-torpilleurs qui ont des canons doubles. Et je crois que d'ailleurs, personnellement, je voyais l'Ognevoy, c'est ça, c'est des tourelles doubles. J'estime... Enfin, moi, personnellement, je préfère l'Ognevoy que le Minsk. Même en canon, je trouve qu'ils font plus de dégâts. Ils sont beaucoup plus mortels. Moi, quand vous loupez, si vous loupez sur 5, du coup, au tir que vous faites, si vous en mettez que 3 au but, le ratio est plus intéressant du côté de l'Ognevoy parce que c'est des tourelles doubles. Donc, quand vous loupez les 2 coups, mais quand vous mettez les 2 coups, une des tourelles au but, vous mettez 2 coups sûrs. Personnellement, je préfère le ratio, je crois qu'il est un petit peu plus intéressant pour les long range. Enfin, ça reste des gunboats malgré tout, hein. Donc, Minsk reste un excellent destroyer. J'espère que cette démonstration vous aura convaincu. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas encore sur quel sujet. Parfois, ils sont en fait un petit peu spontanément. C'est pas forcément prévu à l'avance. D'ici là, je vais vous laisser avec cette superbe vue. Hein, voilà, New York, by night, pendant le nouvel an chinois. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.